Monsieur Joulin d'abord. Oui, alors j'avais bien compris que la question des règles spéciales pour un contentieux à part renvoyait au questionnement de la commission Mazot. Et je vais quand même vous relire la question qui a été soumise à la commission Mazot. Elle a été chargée d'une réflexion sur l'adaptation du cadre constitutionnel à la transformation de la politique d'immigration voulue par le président de la République, d'une part en proposant un cadre juridique permettant la mise en place d'un dispositif de quotas, que vous venez d'évoquer, et d'autre part en recherchant une simplification du régime de répartition du contentieux des étrangers. Alors, autrement dit, et puis à travers ce que j'ai écouté ce matin, la problématique du justice et est-ce qu'on fait avancer le droit, est-ce que tant recule pas, etc. Là est énoncée la problématique du politique, et en tout cas du pouvoir politique depuis 2002, qui avance dans une direction et qui, au stade de la commission Mazot, se pose cette question. Nous avons avancé dans une direction qui n'est pas celle du justice, celle du syndicat de la magistrature, celle du SAF, et nous nous heurtons à des difficultés. Deux difficultés qui sont donc citées, la difficulté constitutionnelle, excusez du peu, et la difficulté que l'on va qualifier de récurrente, ce sont les juges administratifs ou judiciaires. Telle que posée, cette question nous a énormément irrités au syndicat de la magistrature, mais néanmoins, nous nous sommes rendus à la commission Mazot pour donner quelques explications, et notamment nous y sommes rendus lorsque, très rapidement, le président Mazot a dit qu'il ne voyait pas très bien comment on pouvait répondre positivement à la demande qui lui était faite. Alors, quand même une petite incidente qui ne me paraît pas avoir été très soulignée. Il y a un discours politique derrière. Le discours politique, c'est le discours du Front National dans les années 70. Jusqu'aux années 70, je ne dirais pas que le droit des étrangers est un droit paisible, mais le JST n'était pas encore là, donc sans doute il était un peu plus calme. Mais le droit des étrangers ne pose pas de difficulté, en ce sens qu'on est quand même dans l'inspiration. L'ordonnance de 45, c'est symboliquement quand même après la libération des camps, après les problèmes des déportations. Le préambule de la Constitution de 46, c'est aussi il y a un aspect généreux à travers le droit des étrangers. Et il y a une volonté de rompre avec un État xénophobe. Et puis à partir de 1970-72, la petite musique frontiste, et petit à petit, elle s'immisce. Alors peut-être, je dirais que, puisqu'on est au stade du bilan, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, et au niveau politique, est-ce qu'il y a une évolution dans l'opinion par rapport à la question des étrangers, et est-ce que le JSTI, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France ont pu contribuer à cette évolution? Alors, je reviens quand même un petit peu sur la problématique de la commission Mazot. La commission Mazot, finalement, la question qui lui était posée, c'était de revenir sur le principe de la séparation des pouvoirs. Principe de la séparation des pouvoirs qui existe dans notre droit depuis l'édit de Saint-Germain, 1641, qui a été évidemment traduit dans les textes de Montesquieu comme le principe fondateur de la démocratie. Et là, alors je vais parler un petit peu pour les juridictions judiciaires et un petit peu pour les juridictions administratives. D'un côté, les juridictions judiciaires considèrent que c'est leur rôle central d'apprécier de la régularité de toute mesure de surveillance ou de contrôle, et d'une manière générale de tout ce qui correspond aux atteintes aux libertés individuelles, qu'à la marge, l'autorité judiciaire peut vérifier si une décision habillée de décision administrative n'est pas constitutive d'une voie de fait. Enfin, ces questions ont été abordées. Bref, on va dire que la délimitation était toujours extrêmement précise et extrêmement claire, mais cette délimitation, elle est constitutionnelle. Côté juge administratif, et alors là, je vais prendre la parole un petit peu pour M. Even, le contrôle de l'excès de pouvoir, c'est le noyau dur du contentieux administratif. C'est sa mission essentielle. Et à partir du moment où on retirerait, à travers le contentieux des étrangers, l'examen par les juridictions administratives de ce contentieux, on retirerait quelque chose de l'essence même de la juridiction administrative. Donc, à ce titre, nous avions quelques arguments. Bien évidemment, les
la règle de la séparation des pouvoirs, mais également les arrêts de la Cour de cassation rendus en 1995, qui ont été cités tout à l'heure par François-Julien Laferrière, et qui rappellent que, en cas d'atteinte à la liberté individuelle, évidemment, les tribunaux judiciaires sont toujours exclusivement compétents et que ces contentieux ne sont pas détachables du contentieux propre aux juridictions judiciaires. Donc nous avions proposé une solution à la commission Mazot pour régler le problème, c'est de dire, écoutez, en matière d'étrangers, ne prenez plus de mesures attentatoires aux libertés individuelles. Alors évidemment, ça pose quelques difficultés, puisque 94% des interpellations d'étrangers se font dans le cadre de contrôle d'identité, et que le contrôle d'identité, c'est déjà la base, le contrôle judiciaire. Ne mettez plus en rétention administrative. S'il n'y a plus de rétention administrative, s'il n'y a pas d'atteinte à la liberté individuelle, il n'y a plus de compétence de l'autorité judiciaire. Sinon, nous restons et nous entendons rester là. Autrement dit, et on a évoqué cet auteur puisque c'est un des seuls qui est diffusé dans les juridictions, comme me dit M. Trassouden, la jurisprudence tend, sans méconnaître les impératifs et les difficultés de la lutte contre l'immigration, et dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, à permettre aux juges de l'ordre judiciaire de s'assurer que toutes les garanties reconnues aux étrangers par les conventions internationales, la Constitution, les lois et règlements sont effectivement respectés, et ce domaine particulier ne peut que contribuer à asseoir encore davantage son autorité en orientant son action non vers la seule répression, mais vers la protection des libertés individuelles. Autre aspect, parce que je ne vais pas parler que de la liberté individuelle, c'est le principe qui a été évoqué également tout à l'heure d'égalité et de non-discrimination. L'idée même de constituer une seule juridiction compétente pour les étrangers, c'est créer finalement une juridiction d'exception. Et une juridiction d'exception qui aurait reposé uniquement sur une notion de nationalité. Et là, bien évidemment, on se heurte également à des principes fondamentaux. Autrement dit, si on veut effectivement appliquer une politique de l'immigration dans le sens voulu de plus en plus répressif, ce n'était pas simplement la Constitution qu'il fallait réviser, mais aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Tous ces arguments ont porté suffisamment, mais j'émets comme une réserve assez importante par rapport aux conclusions de la commission Mazot. Cette commission n'a pas remis en cause, finalement, ce qui faisait l'objet de sa lettre de mission, c'est-à-dire la politique voulue. On sent dans les conclusions du rapport, finalement, une certaine adhésion au fait qu'il faut continuer à avoir une politique d'immigration. Et là-dessus, j'ai le sentiment que le combat est encore difficile à mener. Avec le réseau Éducation sans frontières, je pense qu'il y a eu une certaine sensibilisation avec le GISTI, avec la NAFE, mais avec le réseau Éducation sans frontières, il y a eu une sensibilisation à la situation très particulière des enfants. Et je me souviens qu'il y a un sondage qui est paru et qui montrait que les Français étaient pour la régularisation de manière très majoritaire des parents d'enfants scolarisés. Et je crois que le combat reste tout de même un combat politique et qu'il reste là-dessus un gros travail à faire, y compris pour nous, pour expliquer pourquoi le droit des étrangers, finalement, doit être au moins équivalent à celui des marchandises qui peuvent circuler finalement assez librement. Et je ne parle pas des capitaux. Alors, un dernier point, si je suis encore toujours à peu près dans les délais, sur un autre aspect qui me paraît fondamental, et là je vais parler à la fois du judiciaire et de l'administratif, c'est la question du juge naturel. Alors ça a été évoqué rapidement ce matin à travers les questions qui ont été posées. On sent dans la question même qui était posée à la commission Mazot la notion de difficulté récurrente. Évoquer des décisions judiciaires ou administratives, des juridictions administratives comme des difficultés récurrentes est totalement anormal. Une décision judiciaire ou une décision d'une juridiction administrative ne peut pas être une difficulté récurrente. S'il y a une censure de la part d'une juridiction, c'est que la difficulté vient de l'administration ou des services de police qui ont procédé à l'interpellation. On sent néanmoins, alors, à travers les juridictions judiciaires, véritablement une politique de resserrement qui se traduit par le fait que le JLD, qui est le noyau central
en matière d'étrangers n'est pas un juge qui bénéficie de garanties statutaires d'indépendance. C'est un juge délégué. Et le juge délégué, qui dit délégation, dit on peut vous priver de votre délégation. Je ne veux pas dire j'en ai fait l'expérience personnelle, mais j'ai été 2 ans juge des libertés et de la détention jusqu'à ce que mon président trouve que finalement, peut-être que pour des motifs d'impartialité, etc. Enfin bref, on m'a trouvé une autre affectation. Et je sais qu'un certain nombre de collègues qui font cette expérience de JLD arrivent assez régulièrement à user la corde, y compris des collègues qui ne sont pas au départ sensibilisés à nos idées, parce qu'ils vivent au jour le jour une certaine lassitude, un certain écœurement. Ils assistent également, alors là je parle pour l'administration, de temps en temps, on peut se poser la question si dans les bureaux de l'administration, il n'y a pas des gens qui font sciemment ou inconsciemment un minimum de sabotage pour faire que la procédure va être annulée au bout du compte. Donc, premier élément pour le juge judiciaire, je crois que s'il y avait un combat à mener, ce n'est pas celui pour nous de la collégiale, ce serait celui effectivement d'un statut indépendant pour le juge des libertés de la détention. Et puis une situation peut-être un petit peu décente aussi dans la manière dont il doit statuer, jour, nuit, week-end, période de vacances incluse, parce que nous, alors c'est pas comme au Conseil d'État, c'est la décision de la journée, et donc une nécessité de permanence qui est extrêmement pesante et qui ne permet pas nécessairement d'avoir le temps nécessaire à rendre une décision posée. Pour le juge administratif, alors je serai extrêmement bref parce que je n'ai pas évidemment, et je termine là-dessus, je dirais que le juge administratif, il y a eu une grève dans les juridictions administratives, à ma connaissance, c'est lorsqu'on a imposé, pour des motifs de rendement, pour des motifs de surpression dans les tribunaux administratifs, la suppression de la collégiale pour les étrangers et le passage au juge unique. Et puis, juste un tout petit mot pour finir. La commission Mazot propose quand même comme remède, et ça me paraît extrêmement insidieux, de vérifier si effectivement toutes les nullités que les juges judiciaires soulèvent sont légitimes et s'il ne pourrait pas y avoir des nullités qu'on pourrait valider après. Autrement dit, un système de purge de nullités. Et ça me paraît extrêmement dangereux parce que ça priverait totalement d'effet toute la jurisprudence qui a pu être montée jusqu'à présent par les juges judiciaires. Je vous remercie.